Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles régionales, mais on commence avec une nouvelle du Caire, alors dans le cadre des préparatifs de l'Académie militaire égyptienne pour diplômer de nouvelles promotions de ses étudiants pour l'année 2024 et à la lumière du souci du président Abdel Fattah el-Sisi de surveiller en permanence les niveaux de qualification intellectuelle et culturelle des étudiants, le président a discuté avec plusieurs étudiants de l'Académie qui ont terminé leurs études en présence du commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire Abdelmajid Sahr, du chef d'état-major des forces armées Ahmed Khalifa et un nombre de hauts commandants des forces armées et des dirigeants de l'Académie militaire égyptienne. Au cours de cette discussion, le président a répondu aux questions des étudiants concernant diverses situations locales et internationales. Dans ce contexte, il a expliqué que la protection de la sécurité nationale est un processus continu et inlassable, soulignant que la cohésion et l'unité du peuple égyptien constituent l'objectif stratégique. La protection de l'État égyptien est le principal garant du maintien de la sécurité et de la stabilité de la nation. Selon le porte-parole officiel de la présidence, le président a souligné que les 10 dernières années ont démontré la conscience et la cohésion du peuple égyptien dans les circonstances difficiles que traverse la région. Le peuple a été le mur de résistance contre les tentatives de déstabiliser et affaiblir les institutions constitutionnelles, selon le président Abdel Fattah el-Sisi. Concernant les conditions régionales, le président a expliqué que les développements en cours au cours des dernières décennies ont conduit la région à un carrefour historique, soulignant dans ce contexte que la politique est basée sur l'équilibre, la modération et la positivité pour mettre fin aux crises et ne pas les aggraver en prévision de dangers réels qui menacent l'ensemble de la sécurité régionale. Le chef de l'État a ajouté que les pays de la région ont leur intérêt qui ne doivent pas entrer en conflit les uns avec les autres, soulignant dans ce contexte l'importance de maintenir un dialogue stratégique entre eux dans le but de construire, de développer et de maximiser l'utilisation des capacités de leur pays et de leur peuple. Et on passe à un autre sujet, c'est concernant les complications dans la région actuellement, si on peut dire que l'armée de l'occupation a annoncé hier mener des dizaines de nouveaux raids contre le Hezbollah du Liban, 2 jours après avoir tué le chef du mouvement Hassan Nasrallah en bombardant la banlieue sud de Beyrouth. À la tête du Hezbollah depuis 1992, Hassan Nasrallah, âgé de 64 ans, était un homme qui faisait l'objet d'un véritable culte de la personnalité au Liban. L'armée de l'occupation a annoncé hier mener des dizaines de nouveaux raids contre le Hezbollah au Liban, 2 jours après avoir tué le chef du mouvement Hassan Nasrallah en bombardant le sud de Beyrouth. Les appareils de l'aviation israélienne ont attaqué des dizaines de cibles sur le territoire du Liban au cours des dernières heures, a indiqué sur Telegram un porte-parole de l'armée. Il a déclaré que ces attaques visaient des sites de lancement de roquettes vers Israël, des installations militaires et les dépôts d'armes. Le Hezbollah avait confirmé samedi la mort de son chef Hassan Nasrallah dans un bombardement israélien d'une puissance inouïe vendredi dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement. Juste après la confirmation de sa mort, des cris ont retenti dans les quartiers de Beyrouth accueillant des déplacés des zones chiites. Le décès de Nasrallah a plongé la région dans l'inconnu. Le Liban, la Syrie et l'Iran ont décrété plusieurs jours de deuil national après la mort de Nasrallah. Le premier vice-président iranien, Mohammad Reza Arif, a promis que l'assassinat de Nasrallah enchaînerait la destruction d'Israël. L'Égypte a appelé le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités en prenant les mesures nécessaires pour mettre fin à la guerre en cours et obtenir un cessez-le-feu immédiat global et permanent à Gaza et au Liban. Téhéran a également demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour prendre des mesures immédiates et décisives pour stopper l'agression israélienne. Selon un communiqué militaire israélien, Ali Karaki, présenté comme le commandant du front sud du Hezbollah, ainsi que d'autres cadres ont été tués aux côtés de Nasrallah
Nasrallah dans l'opération baptisée Ordre Nouveau. À la tête du Hezbollah depuis 1992, Nasrallah, âgé de 64 ans, était un homme de religion qui faisait l'objet d'un véritable culte de la personnalité parmi la communauté chiite au Liban. Selon l'armée de l'occupation, la plupart des hauts dirigeants du Hezbollah ont été tués lors des opérations israéliennes ces derniers mois. Malgré les coups incessants portés par Israël, le mouvement a annoncé samedi avoir tiré des roquettes contre le nord d'Israël, la plupart interceptées. Le ministère libanais de la Santé a annoncé dimanche que 14 secouristes avaient été tués dans les raids israéliens contre des fiefs du mouvement islamiste Hezbollah au Liban ces 2 derniers jours. Dans un communiqué, le ministère a précisé qu'Israël avait multiplié les attaques contre les secouristes et les centres de santé. Et pour discuter et aborder la situation au Liban après l'assassinat du chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah, par Israël, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors premièrement, quelles sont, à votre avis, les répercussions de l'assassinat de Hassan Nasrallah, le chef du mouvement de Hezbollah? C'est-à-dire, un assassinat, certainement, c'est une personne très importante à Hezbollah au Liban, mais il y aura quelqu'un à le remplacer. Et à mon opinion, les va-et-vient ne vont pas cesser. Au contraire, il y aura un esprit de revanche de la part de Hezbollah, et ils vont essayer, d'une façon ou d'une autre, de repayer à Israël ce qu'elle a fait. Donc, je pense qu'il n'y aura pas un calme pour longtemps et que les choses vont continuer, même ils vont aller, à mon opinion, de pire en pire pour Israël. C'est ce que moi je vois comme surveillant de l'extérieur. C'est-à-dire, bon, ils se sont débarrassés de 3, 4, 5 des leaders de Hezbollah, mais il y aura toujours le second rang, le troisième, qui vont les remplacer avec un sentiment d'amertume qui va justement les diriger vers une rétaliation, une revanche qui va avoir des répercussions très sérieuses sur les deux parties, je veux dire, mais pour Israël encore plus. Là, on vient d'apprendre que le ministère iranien des Affaires étrangères vient d'annoncer que l'Iran ne va pas s'impliquer dans la guerre contre Israël, mais qu'en même temps, l'Iran est sûr que les combattants de Hezbollah et du Hamas sont capables de la destruction d'Israël. Votre commentaire? Bon, c'est facilement dit, mais au moins, ça représente le sentiment. Donc, ils sont en colère. Il a bien dit encore que ça ne va pas passer facilement et que il y aura toujours une réaction, peut-être pas très prochaine, mais il y aura sans doute une réaction et que ça va être disons, ça ne sera pas une bonne chose pour Israël. On ne va pas passer, comme vous avez dit, Iran ne va pas s'impliquer directement dans les combats, mais il y aura toujours, vous voyez, on peut assassiner, on peut tuer un leader, mais un mouvement, on ne peut pas s'en débarrasser facilement, on ne peut pas l'effacer. Donc ça va continuer et ça va, les hostilités vont augmenter et comme je viens de dire, avec une amertume qui va être de pire en pire
pour Israël. Surtout que maintenant, nous avons lu, au dehors du Liban, Israël a commencé à attaquer un peu au sud, le Yémen, etc. Donc, j'espère que le Premier ministre israélien pense, mais je vois qu'il élargit la surface de la guerre. Et il ouvre des nouveaux fronts, ce qui n'est pas bien pour Israël elle-même. Donc nous allons voir ce qui arrive dans les très prochains jours et semaines. Ça nous mène à une question très importante. On sait très bien que Israël se sert même des civils dans ces guerres. C'est-à-dire, on arrête quand même les travaux quelque part, on arrête les usines, peut-être, et tout. Alors, comment ça se fait qu'Israël fait la guerre depuis 1 an, voilà. Alors, comment ça se fait qu'il résiste à tout ça? Parce que c'est contre son économie, contre sa sécurité, etc. Absolument. L'économie, premièrement, l'économie en Israël, c'est une économie assez forte. Mais ça diminue, ça s'affecte très négativement, mais il compte sur les aides qu'ils reçoivent de l'Europe, de quelques pays, disons en Europe, de l'Amérique. Donc c'est ça qui les fait marcher. Sinon, c'est un désastre pour l'économie israélienne. Oui. Et si jamais ça se prolonge encore, ça va être de pire en pire pour la situation économique en Israël. Oui. Et, à mon opinion, ce qui se passe maintenant, c'est l'idée, c'est justement du Premier ministre israélien, bien que le peuple israélien, peut-être, il apparaît un peu content d'avoir assassiné le chef de Hezbollah ici ou là, mais disons à long terme, ça va affecter beaucoup les citoyens israéliens, l'économie israélienne, et nous allons voir en tous les cas. Voilà, comme vous venez de dire que le Premier ministre israélien ne fait qu'élargir les combats et la guerre dans la région. Alors aujourd'hui, c'est à Gaza contre le Hamas, contre le Hezbollah au Liban, contre les Houthis au Yémen. Est-ce qu'on s'attend à ce que la Syrie sera sur le plan de la guerre aussi, l'Iran, même si on vient d'avoir les déclarations iraniennes qu'elle ne va pas s'impliquer dans la guerre, mais est-ce que c'est possible quand même qu'on s'attend à ce que soit la Syrie, soit l'Iran s'impliquent dans cette guerre? Tout est possible avec le Premier ministre israélien. Il sait bien que son avenir est attaché à son poste. Et si jamais il quitte le poste de Premier ministre, il prend le risque d'être emprisonné. Il a tellement de problèmes et la seule chose qui protège, qui l'empêche d'être mis en prison, c'est le fait qu'il est Premier ministre. C'est pour ça qu'il veut absolument continuer à garder son poste à n'importe quel prix pour simplement son propre intérêt. Je pense qu'il pense à lui-même 10 fois plus qu'il pense à son peuple et au bien d'Israël. Je vois un avenir sombre pour le monsieur. Lui ne le voit pas, mais c'est un espoir qu'il essaye de prolonger pour qu'il reste où il est le plus longtemps possible. Oui. Alors, après l'assassinat de M. Hassan Nasrallah, je rappelle le chef du mouvement de Hezbollah, à votre avis, pour quelles raisons Israël continue à lancer des dizaines de nouveaux raids contre le Hezbollah au Liban, et même on est arrivé au sud de Beyrouth? Bon, ils savent bien que Hezbollah n'est pas M. Nasrallah.
appelez ça ce que vous voulez, milice ou que ce soit un mouvement, que ce soit n'importe quoi. Mais je veux dire que ça c'est une organisation qui existe. Et il y a un chef, il y a des sous-chefs, il y a des seconds rangés, troisième, quatrième. Donc ils vont remplacer leurs pertes et ça continue. On ne peut pas éliminer 1000 et quelques, peut-être 5, 6, je ne sais pas le nombre, mais ce sont des milliers. Donc, inutile d'essayer d'éradiquer ou de se débarrasser de Hezbollah. Impossible, mais ils essayent de le faire perdre le plus possible. Ça ne peut pas tuer ce mouvement, et je pense que ça va créer justement une haine très grande qui va, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, les répercussions seront très mal pour Israël. Je pense qu'ils doivent comprendre ça. Mais pourquoi continuer? Je ne sais pas. Franchement, il y a beaucoup de choses qui arrivent maintenant de la part d'Israël qui sont incompréhensibles et qu'on ne peut pas vraiment savoir exactement comment ils font. Mais voilà. Je vous remercie beaucoup. Ouais. Je pense que ça va continuer pour un certain temps. Le peuple israélien va subir beaucoup de pertes et peut-être ceci va changer un peu la situation interne à Israël. D'ailleurs, nous commençons à avoir des manifestations, etc., dans Israël elle-même, ce qui peut-être va créer un front interne qui s'oppose à tout ce qui arrive, et peut-être ça sera ici la solution. Mais pour compter sur quelqu'un d'autre, vous avez bien dit au commencement que notre ministre des Affaires étrangères s'est adressé à l'ONU, mais l'ONU n'a rien fait à Israël depuis une cinquantaine, soixantaine d'années. Puisque, bien sûr, il est soutenu quand même par les États-Unis. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Raouf Ghafar. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Alors, on parle quand même du même sujet, mais là, c'est lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York que le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelati, a mis en garde contre le dérapage de la région vers une guerre globale. Dans une interview accordée au site d'information de l'ONU à l'issue de son allocution devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le chef de la diplomatie a appelé la communauté internationale à intervenir pour stopper l'agression israélienne au Liban et a mis en garde contre l'intention préméditée d'Israël d'aller plus loin. Il a condamné toute violation de la souveraineté et de l'intégrité du Liban et a qualifié d'inadmissibles les raids et les bombardements qui y sont menés. Dans son allocution lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens Badr Abdelati a prononcé un discours dans lequel il a déclaré s'adresser en ce moment critique au milieu de crises complexes qui secouent le Moyen-Orient et le monde, portant la vision de l'Égypte ancrée dans l'histoire et tournée vers l'avenir. L'Égypte qui a connu les défis et les guerres et qui a adopté la paix, la justice et le travail comme approche pour construire une région et un monde où tous vivent dans la liberté, la dignité et la justice. Il a indiqué qu'il s'agit d'une conviction ferme quant à l'importance de préserver un système multilatéral efficace pour construire des relations internationales stables basées sur le respect du droit international et la propagation de la paix et de la coopération. Selon lui, de ce point de vue, il est impératif de sonner l'alarme face aux dangers dans le contexte international actuel. Le système international établi il y a près de 8 décennies est confronté
confronté à un dysfonctionnement fondamental qui menace de s'éroder et de mettre en péril sa survie en raison de l'absence d'efficacité et du manque d'égalité. Le chef de la diplomatie égyptienne a déclaré qu'il faut accepter qu'il n'y ait pas d'alternative au système onusien multilatéral et que les défis du monde interconnecté et transfrontalier dépassent les capacités de tout État individuel ou groupe d'États à y faire face. Et nous restons avec la même question, telle la guerre menée par Israël contre quelques pays dans la région. L'Égypte a condamné la dangereuse escalade militaire israélienne contre le Liban qui a fait des centaines de victimes civiles, dont des femmes et des enfants, affirmant son rejet total de toute violation de la souveraineté et le territoire du Liban. Elle a également souligné le fait qu'elle gère la médiation entre les parties du conflit à Gaza conformément à sa sécurité nationale et d'une manière qui protège les droits du peuple palestinien. Dans un communiqué publié le 23 septembre, l'Égypte a condamné la dangereuse escalade militaire israélienne contre le Liban qui a fait des centaines de victimes civiles, dont des femmes et des enfants, affirmant son rejet total de toute violation de la souveraineté et le territoire du Liban. L'Égypte a exprimé sa sincère solidarité avec le Liban et ses sincères condoléances aux familles des victimes. Dans ce communiqué, l'Égypte rappelle qu'elle avait déjà averti contre les dangers de la poursuite de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, ainsi que contre les risques d'escalade qui pourrait entraîner la région dans un conflit régional à grande échelle. L'Égypte a également appelé les puissances internationales et le Conseil de sécurité des Nations Unies à intervenir sans délai en faveur d'un règlement pacifique du conflit et pour mettre fin à l'escalade militaire qui ne fera qu'exacerber la crise. L'Égypte a réitéré à toutes les parties son refus de toute présence israélienne au point de passage de Rafah ou sur l'axe de Philadelphie. Elle a d'autre part souligné le fait qu'elle gère la médiation entre les parties du conflit à Gaza conformément à sa sécurité nationale et d'une manière qui protège les droits du peuple palestinien. Le Caire a ajouté que la délégation égyptienne chargée de la sécurité fait tout son possible pour parvenir à un consensus entre les deux parties. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné l'envoi immédiat d'une aide humanitaire d'urgence au Liban, à l'entière solidarité de l'Égypte avec le Liban et son rejet de toute menace visant à déstabiliser le pays ou la sécurité de son peuple. Les États-Unis, pour leur part, apprécient les efforts égyptiens. Blinken avait insisté que l'Égypte est un partenaire important pour faire face aux défis auxquels la région est confrontée. Par ailleurs, le président el-Sisi a eu dimanche un entretien téléphonique avec le Premier ministre libanais Najib Mikati. L'appel a porté sur l'agression israélienne. Le président el-Sisi a affirmé le plein soutien de l'Égypte au Liban, sa position à ses côtés dans ces circonstances délicates et son refus de porter atteinte à sa sécurité, sa stabilité, sa souveraineté ou son intégrité territoriale, soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat global et permanent au Liban et à Gaza, mentionnant à cet égard l'inaction de la communauté internationale pour mettre fin aux pratiques agressives sur les territoires palestiniens et le Liban. De sa part, le Premier ministre libanais a apprécié la position égyptienne de soutien à son pays et à l'État libanais.